Bienvenue dans ce webinaire trimestriel, les bonnes pratiques du digital. Donc, le sujet du jour, c'est comment utiliser le storytelling dans vos formations. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est un webinaire participatif et interactif. C'est-à-dire que n'hésitez pas à tout moment à poser vos questions dans le chat. Et on fera bien évidemment tout ce qu'il faut pour pouvoir y répondre le plus justement et le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à poser des questions à la volée comme vous le désirez. Donc on va se présenter. Donc je vais continuer. Christophe Fex, moi je suis dans le milieu du digital learning depuis maintenant 5 ans j'ai créé une société de courtage en digital learning qui permet d'accompagner gratuitement toutes les entreprises qui veulent se lancer dans la création de formations en ligne, des conseiller, d'aller après chercher des outils et des prestataires de services pour répondre à leurs besoins. Claire, je te laisse la suite. Oui, merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Claire Noyer, je représente aussi la Bretagne et je suis également dans le digital learning depuis 5 ans, à la fois en tant qu'ingénieure pédagogique, en tant que formatrice et en tant que conceptrice e-learning. Frédéric, à toi. Alors, je suis en train d'admettre une nouvelle participante et je vous lance la deuxième partie du sondage aussi. Alors, moi, je suis Frédéric Berthollet, je suis dans le sud-ouest. Je suis lilloise d'origine et de cœur, mais je préfère le bon soleil du sud-ouest. J'ai mon entreprise aussi, EasyLearn Conseil. Je suis ingénieure pédagogique. Je viens du monde, à l'origine du monde de l'audiovisuel, donc je produis aussi un podcast tous les vendredis, il est sorti ce matin, qui s'appelle Vos billets formation, qui dure 3 minutes à destination des formateurs, si ça vous intéresse. Et sinon, je forme les formateurs et je conseille en digitalisation de la formation. Ok, super. Merci à toutes les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on va voir bien évidemment le storytelling. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quelle est l'utilité d'utiliser cet outil en formation? Quelles en sont ses limites? Et concrètement, comment on fait? C'est un grand programme qu'on va faire en sorte d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je laisse la parole maintenant à Claire. Oui, Alors, merci. excusez-moi, il y a encore le sondage, je ne sais pas si tout le monde a répondu. Et puis peut-être j'éteindrai mon téléphone. C'est Ça mieux. serait pas mal. Je répète hein, en attendant pour les retardataires que ce webinaire est interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on les répondra dès qu'on peut et le plus précisément possible. À la volée. À la volée, tout à fait. Alors, le storytelling, eh ben, c'est un joli mot anglais parce que sinon, on s'en sortirait pas. Dans le digital learning, il nous faut des mots anglais, sinon on est perdu. Mais en réalité, ça se traduit très bien. C'est l'art de raconter des histoires, le storytelling. Et c'est assez codifié, en fait, comment ça se monte des histoires de manière générale. Ça nous vient de la structure des contes. Et c'est Grémas en particulier qui, en regardant ça de plus près sur la base des travaux de Prop, a formalisé ce qu'il appelle le schéma actentiel. Et cette histoire-là, c'est juste l'idée de dire que, a priori, dans toutes les histoires qu'on se raconte, il y a un héros ou une héroïne qui a une quête à accomplir. Et cette quête, en général, c'est de réaliser quelque chose, d'obtenir un objet ou de parvenir à un endroit ou de vaincre un méchant ou un opposant. Voilà, et pour l'aider dans cette quête, il va y avoir d'autres personnages ou des objets magiques ou ce genre de choses qui vont être donc qualifiés d'adjuvants. Et puis il y a des choses qui vont s'opposer à la quête de notre héros ou de notre héroïne pour le ralentir ou pour l'empêcher. Pareil, ça peut être d'autres personnages, mais ça peut être des objets aussi ou des lieux particulièrement périlleux à traverser. Donc tout ça, ça génère la structure de notre histoire.
Et puis autour de l'objectif final de la quête, il y a forcément quelqu'un qui va en bénéficier. Alors est-ce que c'est le héros lui-même? Pas toujours. Je vais tâcher de prendre des exemples précis après pour préciser ça. Et puis, il y a la personne qui finalement a formulé l'objet de la quête, l'objectif pour le héros et l'héroïne. Alors, par exemple, si on regarde une histoire que l'on connaît bien ces 20 dernières années, Harry Potter, qui a une quête tellement plus grande que lui, le destinataire de la quête, c'est pas lui. En fait, fondamentalement, bon, alors ça l'importe un peu que Voldemort disparaisse, certes, mais en fait, c'est une quête qui bénéficie à tout le monde des sorciers et des sorcières. Alors là, en termes de destinataire, ça fait quelques personnes quand même concernées. Voilà, petit exemple du fait que la quête n'est pas forcément pour le héros ou l'héroïne lui-même ou elle-même. Donc tout ça, c'est la structure de base, voilà, de nos histoires. Elles peuvent toutes être découpées de cette manière-là et ça permet, quand on imagine de nouvelles histoires, d'avoir des petits points de repère pour savoir ce à quoi il est bon de penser pour monter tout ça. Voilà, Ok, super. c'est pas mal ça. Frédéric? Oui, j'étais en train de me dire, peut-être préciser aussi ce que c'est pas le storytelling. Le storytelling, c'est pas une anecdote. Dans le sens où l'anecdote, elle est plus faite pour détendre l'atmosphère, mais c'est moins immersif qu'un storytelling, c'est-à-dire qu'on rentre pas dans l'univers du héros, les histoires des personnages aussi intensément que dans le storytelling. Donc ça à préciser, voilà, à bien avoir aussi en tête à l'heure de faire, d'écrire des histoires. Donc, une forme de storytelling, c'est le voyage du héros qui va s'aventurer dans un monde inconnu, qui a envie ou pas d'y partir. D'ailleurs, parfois, il lui faut un peu une aide, là, c'est écrit surnaturel, mais elle peut être aussi naturelle, hein. Ça peut être un mentor qui l'aide à partir, qui le convainc de partir. Enfin, si, il peut être surnaturel, il peut y avoir les forces du mal, par exemple, qui l'obligent à quitter son environnement dans lequel il était jusque-là, où il peut aussi parfois s'aventurer par hasard dans un espace nouveau. Euh, donc, il doit être convaincu probablement par le mentor, d'accepter sa mission, d'accepter de partir. En tout cas, il faut qu'il se convainque de partir. Ça se fait pas toujours tout seul. Et voilà, et une fois qu'il a passé le premier seuil, le début de la transformation, ben c'est le point où il va pas revenir en arrière et il va commencer à vivre des aventures faites de défis, de tentations. Là, on pense évidemment au voyage d'Ulysse quand je décris ce schéma euh, pour accéder à l'objet de sa quête. Il est confronté à des épreuves, à ses craintes. C'est pour ça que c'est bien de connaître son personnage, quelles sont ses craintes, quelles sont ses peurs. Euh, il va tenter de transformer ses plus grandes peurs afin d'arriver au bout de son voyage, au bout du tunnel. Mais une fois qu'il envisage justement cette fin de voyage, ce bout du tunnel, il va encore vivre d'autres péripéties qui peuvent peut-être l'empêcher de terminer son voyage. Et en tout cas, c'est l'épreuve finale. Alors, en formation, ça nous résonne un peu, cette histoire d'épreuve finale. La dernière mission. Et voilà, et qu'il va en principe réussir, mais pas obligatoirement. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Et ensuite, ce qui est intéressant d'envisager, c'est le dénouement. Le dénouement et puis le retour hein, à la maison et d'envisager le débrief. Comment a-t-il vécu ce voyage, ces péripéties, quel est son ressenti? En tout cas, en formation, ça sera le point important, le point final
qu'il ne faut pas négliger. Voilà, donc Ouais. c'est grosso modo un conflit qui se résout, qui se résout. J'ajouterais aussi sur la schématisation par le voyage du héros, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le héros rentre chez lui, en général. Le terme de l'histoire, c'est ça, mais pas de la même manière, pas dans le même état qu'au moment du départ. Et que Super du coup, ce qui est important, intéressant merci. de mesurer, c'est comment est-ce que le voyage a transformé le héros ou l'héroïne. C'est pour ça que ça nous intéresse, ce schéma-là. En formation. Mm. On passe à la slide suivante. OK. Donc du coup, typiquement, ça c'est perceptible déjà dans tes propos, Frédéric, sur la diapo d'avant. On voit bien que cette manière de raconter des histoires, de scénariser des péripéties, ça peut facilement représenter une démarche d'apprentissage en tant que telle. Quelqu'un qui s'engage dans une formation, quelle que soit sa durée, on peut imaginer qu'il va en sortir transformé, qu'il va rencontrer un certain nombre de défis sur sa route, qu'il va avoir des choix à faire, que potentiellement il y a des choses qui vont être ressources pour lui et d'autres qui vont être plutôt en opposition avec sa quête. On parle des freins, de l'apprentissage, tout ça, on voit bien à quoi on fait référence. Donc si on met tout ça bout à bout, on peut vraiment se représenter un parcours de formation comme un voyage du héros. Du coup, c'est assez facile finalement de euh, représenter un parcours de formation par le biais d'une histoire. Ça permet de symboliser un petit peu les choses et de soutenir la dynamique d'apprentissage. Ça peut aussi permettre de matérialiser certaines étapes un peu plus cruciales que d'autres, certaines ressources plus aidantes que d'autres, etc., etc. Et puis de symboliser comme ça les choses avec une sorte de fil rouge par le biais du storytelling, ça peut être un facteur d'engagement des apprenants dans le sens où ça peut éveiller leur curiosité, leur donner envie de s'engager, leur proposer aussi une identification à la figure du héros ou de l'héroïne, et vraiment par le biais du symbole, les inviter à se mettre en quête justement de la transformation que la formation leur propose d'opérer pour eux-mêmes ou pour elles-mêmes. Donc ça peut vraiment être un soutien, une symbolique soutenante à la démarche d'apprentissage de vos apprenants. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Frédéric, Oui, là. oui, je pensais au changement de comportement attendu, puisque c'est bien ça qu'on veut en fixant un objectif pédagogique, parce qu'évidemment, le storytelling va répondre à un objectif pédagogique. Euh, Sinon, on n'est plus en formation. Et l'objectif, c'est le changement du comportement de l'apprenant à l'issue de la formation. En tout cas, c'est l'objectif attendu. Et donc, cette histoire va forcément impulser un changement de comportement. Je suis tout à fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter, à part que c'est aussi un facteur d'engagement et d'identification de l'apprenant qui est qui permet de rentrer plus facilement en formation et de s'engager, de tenir plus facilement sur la longueur. Mais peut-être on envisage ça dans une autre slide. Euh, Non, Et, elle est là. j'aurais une question justement, donc on parle beaucoup en effet d'engagement. Est-ce que c'est que cet engagement-là qui va faciliter les apprentissages ou est-ce qu'il y a autre chose aussi inclus dans le storytelling, donc dans la façon de construire son scénario pédagogique ou sa formation, qui va aussi favoriser cette amélioration de l'apprentissage? D'abord, moi, je préciserais quand même que tout le monde n'est pas réactif à ce levier d'engagement-là. Le storytelling, ça permet d'activer en quelque sorte le levier d'engagement de l'immersion. Il y a des gens qui sont pas du tout sensibles à ça et qui vont s'abstraire de ce qu'on va proposer par le biais du storytelling, qui vont être réactifs à d'autres activations de leur levier d'engagement. Alors, je vais pas rentrer dans ce détail-là maintenant, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a des gens que ça va pas plus que ça engager. On peut aussi, si on se plante un peu d'univers immersif, générer de l'aversion et du rebut. Il y a aussi des gens qui vont pas adhérer à l'univers que vous avez construit et qui vont rester concentrés sur le fond de la formation en tâchant de s'abstraire de la forme si l'univers que vous avez imaginé leur parle pas du tout.
Et Ah oui, du pardon. coup, je vais au bout et je te laisse la parole après, Frédéric. Bien sûr que oui, il y a d'autres manières d'engager les apprenants en formation. Tous les outils de gamification sont là pour ça, jouent ce rôle-là potentiel. Là, aujourd'hui, on met le focus sur le storytelling, mais c'est vraiment pas le seul outil de gamification qu'on a à notre portée pour faciliter l'engagement des apprenants. Et ne serait-ce que le goût d'apprendre, c'est un levier d'engagement pour plein de gens. Parfois, une formation qui comporte pas d'éléments gamifiés peut aussi engager les gens parce qu'elle s'adresse à un public cible qui est attentif à monter en compétence, qui a envie d'apprendre, qui a cette curiosité-là. Et du coup, c'est pas les éléments de gamification qui vont retenir leur attention. Ils vont s'engager dans le parcours de formation parce qu'ils ont envie de monter en compétence, tout simplement. Donc on en revient aussi, hein, si j'ai bien compris, Claire, à l'essentiel, hein, c'est-à-dire que suivant les outils qu'on veut utiliser dans la création de son parcours de formation, il faut quand même voir quel public cible on veut toucher Toujours. et est-ce que c'est bien adapté à ce public cible. Donc on en revient toujours là, il n'y a rien de magique non plus dans le storytelling, même si ça a quand même une force, hein, bien évidemment, sinon on n'en parlerait pas. Mais c'est très important justement de voir si le public cible peut être sensible par rapport à un univers ou un autre, ou par rapport justement à cette solution d'engagement. Mm. Oui, oui, c'est crucial parce que, alors je reviens un petit peu en arrière avant de revenir après sur le public cible. Par rapport à ta question, je pense qu'on peut y ajouter le fait que ça génère de l'émotion. Le storytelling, tout l'intérêt, c'est que ça génère de l'émotion et l'émotion, c'est un des piliers d'apprentissage qui ont été décrits par les neuroscientifiques. Stanislas Dehaene, c'est bien ce qu'il dit que l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, va nous faire retenir un événement qui est potentiellement un événement d'apprentissage, qui est potentiellement générateur de savoir ou de connaissances. Donc c'est la grande force du storytelling, elle se situe là. Alors évidemment, pour générer de l'émotion, il faut qu'on s'intéresse aux personnages qui font l'histoire. Et ces personnages-là, c'est là que c'est très important de bien connaître son public cible, bien sûr, et d'avoir même été jusqu'à élaborer des cartes persona pour décrire les personnages de son histoire. C'est-à-dire, on peut utiliser les cartes d'empathie. Je ne sais pas si vous les connaissez, ça permet de décrire des personas. Votre héros, que fait-il? Que pense-t-il? Comment agit-il au quotidien, dans son monde professionnel, personnellement? Donc tout ça, ça va aider à définir toujours bien sûr, dans le contexte de l'objectif d'apprentissage de la formation, hein, ça va aider à définir l'histoire et le personnage et à quel défi faut-il le faire se confronter et comment va-t-il s'y confronter. Donc en principe, votre public cible, il est là pour ça, parce qu'il veut monter en compétence sur un sujet précis de votre formation et donc par exemple, votre héros, ça peut être un apprenti novice du concept que de la formation. Si c'est une formation de formateur, par exemple, ça peut être un formateur débutant qui va vivre différentes péripéties. J'y reviendrai plus tard parce que j'ai un exemple dans ma besace. Parfait, parfait. Et quelles sont les limites alors de son Oui, utilisation? parce que les limites, bah, Claire, elle vient d'en indiquer une, c'est les gens qui n'adhèrent pas du tout parce ils se reconnaissent pas dans l'histoire que vous avez imaginée. Mais alors là, c'est un problème de conception. Je pense, hein, de conception pédagogique. C'est votre public cible. Est-ce que vous le connaissez suffisamment? Est-ce que l'objectif pédagogique a été bien déterminé? Est-ce qu'il est en adéquation avec les préoccupations et les objectifs du public cible? Alors, il y a parfois l'hétérogénéité des publics qui va faire que l'exemple que vous prenez du formateur novice, par exemple, ça n'intéresse pas parce que ça, on l'a déjà vécu. Parce que tous les formateurs qui sont dans la formation,
ne sont pas novices. Ils sont déjà un peu expérimentés, par exemple. Donc là, mais pour moi, c'est quand même une histoire de mauvaise analyse au démarrage de la formation, avant la formation même. Mais ça peut tout de même arriver et puis enfin tout de même, ça arrive en permanence qu'on n'ait pas du tout le niveau qu'on avait donné pour la formation, c'est-à-dire que le public est hétérogène parce que c'est déclaré d'une façon ou d'une autre. Donc, arriver à bien cibler les héros de son histoire et les péripéties qu'ils vont vivre, c'est capital pour intéresser le public cible et le contexte dans lequel ces histoires vont se dérouler également. Il doit parler, ça doit être un contexte, par exemple, je ne sais pas si je donne une formation chez Airbus, je ne vais pas prendre le contexte de l'artisanat. Je vais prendre plutôt évidemment un contexte aéronautique. Donc ça veut dire aussi les limites pour le concepteur pédagogique, c'est de devoir réécrire ces histoires à chaque changement de public cible. Parce qu'il faut contextualiser, ce qui permet d'individualiser aussi, hein. C'est un gros atout de faire du storytelling sur le plan de l'individualisation. Mais évidemment, ça a un prix. Euh, Bon, alors évidemment, oublier de se connecter aux objectifs pédagogiques et partir trop dans l'histoire, euh, parce qu'on verra un peu plus tard, pour écrire une histoire, une méthode, j'essaierai de vous en donner une, de méthode, on verra que si on se concentre trop à l'heure d'écrire les événements, les péripéties, donc, si on se concentre trop dessus, on peut partir dans l'histoire pour l'histoire, parce qu'on s'y amuse, parce qu'on trouve ces idées géniales, et oublier que derrière, ben non, il y a un storytelling pédagogique. Et Qui sont faites pour changer le comportement, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mais qui sont pas faites pour amuser la galerie. Alors ça peut, en passant, mais c'est Non, mieux. mais il faut quand même pas oublier que le storytelling, il est au service de la formation et pas à l'inverse, quoi. Donc voilà, en résumé, il faut bien connaître son groupe. Il y a un coût au storytelling qui est, je pense, assez élevé. En tout cas, on ne peut pas reproduire systématiquement la même histoire ou de façon rarissime si on a un énorme public à former et qui serait homogène, ce qui est quand même assez rare. C'est le Graal, c'est ce qu'on cherche tous. Et qu'on n'aura jamais. alors concrètement, comment on fait? Ben, concrètement, on commence par déterminer un univers, en fait. Est-ce que cet univers, il est proche de la situation visée, de la situation de travail idéale? Il ressemble au quotidien des personnes qu'on cherche à former? Ou est-ce qu'il est complètement fictionnel, dans un pays imaginaire, j'en sais rien, dans un espace-temps ailleurs? Ça, c'est une des premières choses auxquelles il est important de réfléchir. Ensuite, quelle est la quête à résoudre? Comment est-ce qu'on vient symboliser cette fameuse démarche d'apprentissage? Est-ce qu'on l'apprend au premier degré? L'exemple que tu donnais, Frédéric, d'un formateur novice qui doit réussir un certain nombre de missions ou de péripéties pour faire aboutir sa quête. Ben, en fait, sa quête, c'est juste de devenir formateur expérimenté. Il n'y a pas forcément besoin d'aller inventer quoi que ce soit d'autre. Par contre, si on est dans un univers plus fictionnel, on peut symboliser les choses d'une autre manière. On peut imaginer que, il s'agit d'aller construire une maison et que, on met l'apprenant dans la peau, j'en sais rien, d'un architecte, d'un maçon, et qu'il va falloir, dans son module d'e-learning, en arpentant chaque embranchement du module, ils viennent compléter les plans de la maison, par exemple. Et ça, c'est une quête qui a rien à voir peut-être avec le propos de la formation, mais qui vient peut-être symboliser, parce qu'on sait que l'univers va parler à ce public-là, le fait de parcourir l'entièreté d'un module d'e-learning, par exemple. Et une fois qu'on a déterminé ces deux choses-là, l'univers immersif, la quête à résoudre, ça va permettre de donner des axes pour donner à voir les choses. Comment est-ce qu'on les représente? Comment est-ce qu'on les matérialise concrètement, ces étapes à franchir? Est-ce que dans un module d'e-learning, par exemple, on a un vrai chemin qui se dessine et auquel cas on va pouvoir franchir chaque étape? Est-ce qu'on passe par
une forme d'image 360 qu'il va falloir aller découvrir petit morceau de l'image par petit morceau de l'image? Est-ce qu'il y a des pièces dans lesquelles on entre? On peut penser aussi aux escape games numériques, du coup, où il va falloir venir décoder des choses pour ouvrir des portes successives et avancer dans un univers spatialisé. Tout ça, c'est comment est-ce qu'on donne à voir, à percevoir cette idée de cheminement vers la résolution de la quête. Et du coup, après, ben, quel personnage est-ce qu'on met en scène à l'intérieur de ça? Est-ce qu'il y a un personnage qui représente l'apprenant lui-même? Ou est-ce qu'on lui demande de se visualiser comme étant lui en train de parcourir cet espace, en train de réaliser la quête? Est-ce qu'il y a un avatar en quelque sorte auquel il s'identifie? Et puis, je reviens sur ce que je nommais au tout début, les adjuvants, les opposants, les forces qui vont favoriser la quête ou s'y opposer. Est-ce que ce sont des choses qui sont personnifiées? Est-ce qu'on leur donne un nom? Est-ce qu'on leur donne des caractères, etc., etc. Tout ça, ça fait partie des choses qui peuvent permettre de construire un storytelling cohérent et encore une fois, au service des objectifs d'apprentissage parce que ça reste le cœur de votre propos. Et j'ai pas tout nommé pour t'en laisser un peu, Frédéric, parce que je Ah sais que c'est ouais, alors complexe. la ligne de temps, ça déborde un peu sur une autre diapo de plus tard. Mais donc une méthode, c'est celle de la ligne de temps, c'est donc de dessiner une ligne. Alors soit vous la faites horizontale, soit vous la faites en sinusoïde avec des moments forts et des moments hauts et des moments bas plutôt. Ils seront tous forts, mais pour différentes raisons. Euh, donc évidemment, on a d'abord défini un objectif pédagogique. Je peux prendre un exemple, ce serait gérer des apprenants difficiles en formation. Ça, c'est tous, on a tous ce problème-là, on est tous confrontés en tant que formateurs un jour ou l'autre à des apprenants difficiles. Alors, on va essayer de créer l'événement clé, l'événement phare de l'histoire. Par exemple, ça peut être euh, un apprenant lit un livre durant la formation de manière ostensible et bruyante, en rigolant, parce qu'on suppose qu'il y a des événements comiques qui se passent dans son livre. Et pas sur son téléphone, elle est bien sur son livre, hein. Donc ça serait l'événement phare, clé, qu'on place au milieu de la timeline. Euh, Ensuite, on va réfléchir à ce qui s'est passé avant, aux événements qui précèdent cet événement clé. Et puis aux événements, évidemment, qui se passent ensuite. Alors, le plus facile, en général, c'est ce qui s'est passé juste avant, d'essayer d'imaginer ce qui se passe juste avant, pourquoi elle est en train de lire, pourquoi elle a sorti son livre. Euh, voilà, alors ça, c'est la question que je pourrais vous faire fabriquer à vous, là, en ce moment, dans ce webinaire. Vous pourriez envoyer dans le mail qu'est-ce qui s'est passé, une réponse, enfin des événements qui précèdent le moment où cette apprenante sort ce livre et commence à lire un livre. Vous aurez chacun des idées différentes, je pense. Donc, je veux bien que vous imaginiez des choses simples, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin, hein. Dans le chat, hein, bien évidemment, Dans le chat, ouais. pas dans le mail. Soyez créatif. Mhm. Tu prends les gens par surprise. Oui. Mhm. Bon, bah, sinon, euh, voilà, dans ce cas de figure-là, vous imaginez pourquoi, à partir de votre événement clé, qui a caché une BD dans son livre de cours. Oui, c'est déjà arrivé. Ça sent le vécu, ça, Sarah. Euh, donc, à vous d'imaginer les événements qui ont précédé et ceux qui ont succédé, comme je disais tout à l'heure, cet événement, même pas, événement lead qu'on appelle l'événement clé leader. Euh, alors, on peut se poser les questions sur qu'est-ce qu'engendre cet événement, qu'est-ce qu'il résulte de l'événement, sans trop être excessif pour les événements qui suivent cet événement clé.
Et ensuite, on va chercher les liens entre chacun de ces petits événements qu'on a placés. Par exemple, avant de sortir son livre, peut-être qu'elle est arrivée en retard, ou peut-être qu'elle écoutait, elle faisait semblant d'écouter, je ne sais pas. En tout cas, il a pu se passer des choses avant où le formateur était en train d'expliquer un concept complexe avec une diapo ou toute une série de diapos très chargées en vocabulaire et en texte, par exemple. Ça pourrait être ça. Euh, Où le formateur, ben, il n'a pas accueilli les apprenants dans le cours. Il était sur son ordinateur en train d'envoyer des mails. Ça pourrait être ça aussi, des événements qui précèdent. Donc c'est un contexte en fait, hein. On fait des petits événements, mais on est en train aussi de commencer à écrire un contexte. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe après? Comment réagit le formateur? Il réagit pas, ou alors il arrache la BD violemment des mains de l'apprenant, ou alors il hurle sur l'apprenant. Enfin, différentes situations sont possibles. Oui, il pourrait se mettre à lire la BD avec l'apprenant aussi. Excellent, bah Ah. oui. Euh, et donc, comment on va relier tous ces événements entre eux? Parce qu'il va bien falloir les relier pour pouvoir élaborer un storytelling qui soit mémorable. Euh, et pour ça, il faut s'aider de l'endroit, du lieu, le décrire un peu, sans partir dans Flaubert. Le temps, à quel moment ça se passe? Est-ce que c'est juste après le repas? Est-ce que c'est le matin à 8 heures? Et puis essayer d'avoir une vision, une perspective, des idées en tout cas à ajouter. Et ensuite, une fois que ça c'est écrit, et il faut aussi se concentrer sur la fin parce qu'elle est importante, la fin, comment ça se termine, quel changement demande-t-on au formateur, parce que là, la personne qui lit sa BD, peut-être qu'elle est partie en claquant la porte, peut-être que, bref, il s'est peut-être passé quelque chose avec elle, mais ce qui importe là, c'est quel est le comportement du formateur, qu'est-ce qu'on attend que le formateur ait changé dans son comportement. Euh, voilà cette ligne de temps qui peut être une façon d'écrire, un storytelling, en tout cas, qui peut aider à écrire. Est-ce que tu peux revenir, Frédéric, parce que je ne sais pas si c'est très clair, à l'idée de faire créer des histoires aux apprenants. Qu'est-ce que ça apporte de passer par cette technique d'écriture-là? Alors ça, Ou j'allais est-ce que ce dire dans la serait aux diapo. apprenants d'écrire des histoires et pas à nous en termes de conception de formation, tu vois? Alors, c'est pour contextualiser, mais j'allais leur raconter la vie de la rivière, la river's life, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est une façon de renouer avec son projet dans un cours de gestion de projet quand on revient de vacances et puis qu'il y a eu un stage de 1 mois. Donc là, la gestion de projet, tout le monde est perdu, ils savent plus où ils en sont. Donc, je demande à chacun, à chaque groupe projet, de dessiner une rivière et d'y placer sur cette rivière toutes les étapes qui ont été franchies ou pas, avec les succès, avec des succès. Donc, cette rivière, elle doit avoir des remous, donc des succès et des échecs durant la gestion de leur projet. Et ensuite, je leur demande de présenter ça. Donc, c'est contextualisé par rapport à leur projet à eux. Donc, c'est leur histoire, leur story. Ils sont en train de faire le storytelling sans s'en rendre compte. Et le gros avantage, c'est que même les plus timides des étudiants que j'ai, ben, ils n'ont pas de problème pour raconter. Et puis pour dessiner aussi. Alors pour ça, c'est bien d'avoir des TBI, hein, parce que ça, c'est génial. Ils dessinent des cascades. Enfin, j'ai eu des trucs, mais super, vraiment, hein, magnifiques. Des mares, des cascades, de tout, pour raconter l'histoire d'un projet. Mais là, c'est vous qui impulsez l'histoire. Enfin, pardon, ce sont les apprenants euh, qui font leur propre storytelling. Ça peut être fait aussi sous une forme ouverte, c'est-à-dire en posant une question ouverte après avoir expliqué un concept.
vous pouvez poser une question ouverte aux apprenants et leur demander comment ils utiliseraient ce concept dans leur vie quotidienne et de raconter ça. Donc, c'est une manière aussi de fabriquer du storytelling par les apprenants et de le contextualiser. Ok. Est-ce qu'on passe à la slide Oui, d'après? oui, Allez, oui, j'attendais. Bon, voilà, j'ai bien anticipé, j'ai bien dépassé ces histoires d'apprenants, mais il y a les histoires de formateurs. Alors là, j'ai envie de vous raconter l'histoire, vous l'avez peut-être vu, c'est un film, hein, où c'est Podalides qui joue le rôle d'un prof de français euh, qui veut secrètement devenir écrivain. Donc, il a déjà écrit un premier bouquin, bon, qui n'a pas super marché, et son éditeur attend le suivant. Et puis, il est en panne sèche, sa femme, elle trouve que ce qu'il a fait, c'est pas terrible, et il décide de faire tester son récit par ses étudiants. Donc, il distribue une page de son récit à ses étudiants et il leur demande un commentaire de texte. Donc voilà, chacun se prononce. Bon, en général, ils disent tous que c'est pas terrible. Il y en a juste un qui trouve ça super. Donc lui, il est quand même assez surpris. Et celui qui trouve ça super, c'est pas un très très bon élève. Bon, donc il se méfie un peu, mais quand même, il l'écoute. Et puis il est flatté, normal. Et puis un jour, cet élève lui dit qu'il lui-même, il écrit également. Et il lui demande s'il accepterait de lire ce qu'il a écrit. Donc le prof lui dit, bon, bah oui, il le lit et il trouve ça mais génialissime. Il en parle à son éditeur, il lui montre les écrits de l'élève. Et là, l'éditeur lui dit, mais c'est excellent, où est-ce que je peux prendre contact avec lui? Alors le prof lui dit, bon, bah écoute, je lui en parle d'abord, hein, et puis je te donne son contact après. Donc il invite à dîner chez lui son étudiant. Et puis, il lui dit à la fin du dîner que son éditeur voudrait prendre contact avec lui pour éventuellement éditer le bouquin. Et là, le gamin lui dit, non mais monsieur, vous n'êtes pas rendu compte? C'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai recopié. J'ai recopié un livre super que j'ai trouvé génial, que ma grand-mère m'avait donné, ou qui traînait chez ma grand-mère, un vieux bouquin. Alors là, il est furieux, le prof. Euh, il est furax, il lui dit non mais attends, je me suis investi pour toi, j'en ai parlé à l'éditeur, tout ça. Et le gamin lui dit mais attendez monsieur, c'est vous qui avez commencé. C'est vous, vous nous avez distribué un texte. Ah, j'ai peut-être oublié de le dire, alors là j'ai très mal raconté l'histoire, c'est ça. C'est que le prof, il a distribué une page de son bouquin pour faire un commentaire de texte, mais il n'a pas dit aux élèves que c'était son livre. Donc le gamin lui dit j'ai fait comme vous. Je vous ai pas dit que qui avait écrit. Bon, voilà, c'est la fin de l'histoire, et ça illustre une compétence de formateur qui s'appelle la congruence du formateur. Fais ce que je dis et ne fais pas ce que je ne fais pas. C'est les actes que l'on fait, il faut les mettre en application. Il faut que ce qu'on enseigne corresponde à ce que l'on fait également. Voilà, une histoire de formateur en tout cas. Je ne sais pas si ça vous a paru en adéquation avec l'objectif pédagogique. Euh, Et puis une autre manière de faire, je pensais à l'histoire d'un t-shirt. C'était écrit par je ne sais plus s'ils sont collégiens ou lycéens, pour faire un épisode de podcast dont l'objectif était le développement durable. Donc il y avait un objectif bien plus précis que ce que je vous dis. Euh, mais donc pour prendre conscience du coût des choses, d'un t-shirt qui est vendu à 5 euros au supermarché du coin, quelle est la vie, quelle vie a eu ce t-shirt? Donc ils retracent et ils écrivent une histoire à la première personne où c'est le t-shirt qui parle.
C'est donc, j'étais le ventre de sa mère, en fait, c'est le coton qui a tissé. Et puis ensuite, il est acheté dans un supermarché, il est porté, voilà, il raconte sa vie d'enfant, de petit t-shirt, jusqu'à sa vie où il va finir par être donné à Emmaüs. Et puis d'Emmaüs, après, il va se retrouver dans un paquet qui va partir en Afrique euh, et être donné en Afrique. Donc le coût de la fabrication de ce t-shirt jusque le recyclage, voilà, avec les bonnes choses, les moins bonnes choses, et les transports, le coût des transports notamment. Là, c'est un très bon exemple, je trouve, cet exemple du t-shirt, parce qu'on parlait justement avant d'émotion. Et c'est vrai que raconter une histoire comme si le t-shirt était un peu vivant permet justement de créer cette émotion-là et de faire mieux comprendre on va dire euh, l'objectif pédagogique justement de faire en sorte qu'on comprend comment ça marche le recyclage et jusqu'où ça va, alors que si on parlait tout simplement d'un t-shirt. Et c'est l'histoire du storytelling du t-shirt, moi je la trouve parfaite parce que ça permet vraiment de rentrer dans l'émotion et de faire pour rendre conscience réellement aux apprenants de ce que ça peut donner concrètement en termes de recyclage et ainsi de suite. Oui, Ouais. puis sans parler du recyclage, moi, je trouve que ça permet de matérialiser, enfin, les notions autour du développement durable, le coût du transport, l'empreinte carbone du transport, les coûts de fabrication, la notion de cycle de vie. Du coup, toutes ces notions-là, c'est des notions hyper complexes. De passer par la matérialisation de l'histoire de vie du t-shirt, ça permet de beaucoup mieux se représenter les choses. Si on arrivait à transformer tous les concepts qu'on manipule en formation par des solutions de storytelling aussi simples, Alors là, on en plus, il se gagnerait fait en tatouer, efficacité. tu vois, le t-shirt, Ouais. il se fait tatouer avec un Mm. chevalier sur le torse. C'est ça. Donc voilà. Et alors là, Christina, je réagis à ce que tu dis. Ton groupe d'étudiants ne sait plus écrire à la main, mais pour faire du podcast, il faut écrire un minimum. Et alors, certes, tu peux t'enregistrer, le retranscrire grâce à un text-to-speech, mais il va falloir écrire. Mais il y a une autre façon aussi de faire du storytelling, c'est par le dessin aussi, hein, ou avec des logiciels de bande dessinée. Il y en a un qui est fait par la Banque nationale de France. Ils proposent un logiciel pour faire des bandes dessinées sur leur site, qui est vachement bien. Et ça peut être une manière d'écrire des histoires aussi, hein, par le visuel. On n'est pas tenu à que de l'écrit, bien sûr, hein. Il y a tous les modes de médias possibles. Oui, et puis non seulement on peut dessiner, mais on peut aussi écrire avec un ordinateur en vrai, parce que je crois que c'est ça que Christine a dit. Elle est face à des étudiants qui prennent le stylo et utiliser du papier, là, c'est ouf, ça fait mal au poignet, quoi. Donc, Oui, d'accord, 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 d'accord. Oui, oui, bon, bien sûr qu'on peut prendre l'ordi. Exactement, merci. Alors, conclusion, comment on pourrait conclure sur La ce... bah, potion vas-y, Christophe, qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on a baratiné? Hein. Bah, moi, je retiens quelque chose. Alors, on a parlé de présentiel, on a parlé aussi de distanciel, mais moi, je suis plus, on va dire aficionados du distanciel, la synchrone. Moi, ce que je peux retenir, c'est que on sait très bien qu'aujourd'hui, pour créer de l'engagement, pour favoriser l'apprentissage, il faut, on va dire, faire de la gamification. Alors, gamification, il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. Mais pour moi, le storytelling, c'est le fil rouge qui permet justement de créer un lien dans tous les outils de gamification. Et c'est par ce fil rouge-là que du coup, l'engagement et l'apprentissage va être augmenté que si on mettait juste un story use game comme ça, puis après derrière une vidéo interactive ou qui n'a pas de lien. Et que le storytelling, grâce à ce fil rouge continuel pendant tout le parcours de la formation, va permettre de créer vraiment un engagement et donc de favoriser l'apprentissage. Moi, c'est ce que je retiendrai. Jolie synthèse. Mm.
Peut-être il reste des questions, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans le chat, et si vous avez envie d'en poser, ben, c'est le moment. Remarque, Ou des remarques, des coups de gueule, tout ça. comment vous vous sentez Sinon, Claire, parce que tu m'as posé la question, Mm. bon, quelle notion importante tu pourrais rappeler pour conclure sur ce webinaire? Notion importante, je sais pas, mais moi je retiens la proposition de Frédéric parce qu'en vrai, j'ai jamais testé, je crois, de faire écrire à mes apprenants des histoires qui puissent symboliser leur propre quête finalement, et je trouve que c'est intéressant. Je repars avec l'idée de le tester. Alors, en plus, c'est une activité collaborative, puisqu'on cherche toujours des activités collaboratives différentes, qui est créative. Carrément. Le plus difficile, des fois, c'est de les canaliser, mais là, alors la vie de la rivière, c'est aussi, l'objectif, c'est de leur faire une présentation hein, de leur projet, des livrables, du stade d'avancée. Donc, cette présentation, elle sera forcément originale grâce à ce dessin. Alors que quand on leur dit on voudrait une proposition, une présentation originale, ben, ça les stresse. Ça stresse tout le monde parce qu'il va falloir trouver des idées. Là, ça vient tout seul par le dessin. Le Mm. dessin, c'est une super force aussi pour ensuite aller raconter des histoires. J'aime bien la question d'Isabelle, est-ce qu'on a déjà séché sur une histoire en rapport avec l'objectif pédagogique? Oui, des fois, il faut se faire des séances de créativité un peu péchues pour trouver la bonne idée, la bonne intuition qu'on va pouvoir ensuite développer pour servir justement ce fameux fil rouge que nommait Christophe. Ça vaut le coup d'aller marcher en général ou d'aller courir ou d'aller nager, peu importe ce qui renouvelle votre créativité par le déplacement. Moi, souvent, ça passe par là. Et puis, se faire aider, parce que des fois, quand on pose ce type de colle à des partenaires, ils vont avoir la bonne idée, eux, l'intuition de se dire, ah, c'est comme si, c'était ça, qui faisait ci, qui faisait ça. Bah, on est là pour ça aussi en partenariat avec plein de gens. Ça vaut le coup de s'inspirer, de demander des coups de main. Parce que la créativité, ça surgit aussi par le biais du collectif. Y a-t-il un classement des héros par type de caractère? Oui, il y a ça pour la gamification. Oui, bien sûr, on n'est pas rentré dans le détail des personas. Là, on parle plus de personas que de héros. Mais et de cartes d'empathie, si vous cherchez sur Internet cartes d'empathie persona, vous allez voir comment définir votre persona, mais on est plus classer les héros, je sais pas, mais en tout cas, c'est définir le persona. Et comme disait Agnès Jaoui, plus vous en savez sur votre personnage, vous devez même savoir ce qu'il a dans son portefeuille, votre personnage. Plus vos histoires seront croustillantes, en fait. Donc, c'est ça, mais toujours orienté sur vos objectifs pédagogiques. Alors moi, je rajouterais une chose. C'était suite au trophée du Digital Learning, où je crois que c'était Safran qui avait utilisé du storytelling dans les podcasts, et donc qui avait fait des petits podcasts de 5 minutes, donc il y en avait une quinzaine, où c'était une enquête qui était menée. Et derrière ce storytelling et ces podcasts, il y a eu un taux de suivi, un taux de complétion qui était énorme et un engagement énorme. Ils expliquaient que les apprenants avaient envie de connaître la suite. C'est-à-dire que grâce à ça, ça a permis justement de créer un engagement vraiment très, très important et même de créer un enthousiasme de continuer cette histoire-là, tout en, bien évidemment, parce que comme on l'a bien dit, hein, il faut qu'il y ait un objectif pédagogique derrière. Hein, si juste une histoire pour une histoire, on est plus dans du storytelling, on est dans autre chose. Et que du coup, voilà, moi je trouvais que cet exemple était assez fort aussi, parce que vraiment, ils expliquaient que leurs salariés qui étaient, je crois que c'était 30 000 salariés ou un truc comme ça, et que tout le monde allait jusqu'au bout et tout le monde voulait la suite, la suite, la suite.
Et donc, moi, je trouve que c'est un bon exemple d'utilisation du podcast learning hein, qui revient en force. Hein. C'est pas Frédéric qui me dira le contraire, parce que tu connais bien le podcast. Allié au storytelling, ça peut faire quelque chose de vraiment très efficace. Ouais, c'est ça, ça reprend le principe des Les feuilletons, de la séries, ouais. conversion des romans en C'est ça. feuilletons, le principe des séries et créer ce suspense-là que nomme Isabelle dans le chat, c'est exactement ça. Forcément, ça crée des attentes, ça éveille la curiosité, donc ça suscite l'engagement. C'est très bien pensé. Mm. Voilà, bah écoutez, il est 25. Je pense que on va s'arrêter là. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire des bonnes pratiques du digital sur storytelling. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme je vous l'ai expliqué au tout début, au préambule de ce webinaire, c'est un webinaire donc, qui est trimestriel. Donc, bah, écoutez, je pense que on vous donne rendez-vous d'ici le début des vacances, on va dire juin, juillet, pour le prochain. En tout cas, on vous tiendra au courant. Merci à tous et très bonne journée. Merci à tous. Et bon week-end, c'est presque le week-end.